Bueno, si están listos, ¿me oyen bien? ¿La cabina 7? Sí. Muy buenas tardes a todos. Contamos hoy con un invitado especial proveniente de la agencia Eurocontrol. Se llama Thibaut Figueroa y proviene de Eurocontrol, que es la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. En inglés sería European Organization for the Safety of Air Navigation. Esta organización, imagino que la conocerán, fue fundada en 1960, justamente aquí en Bélgica, y cuenta con 6 principales países promotores: Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Luxemburgo. Es una unión civil y militar y también cuenta con 40 Estados miembros. Yo no voy a ser la que hable, ya que contamos con el invitado, así que le pasaré directamente a la primera pregunta, que es ¿cuál sería exactamente la misión que tiene esta agencia, la agencia Eurocontrol? Y podría quizás hablarnos un poco de forma general acerca de la agencia. Oui, donc en fait, historiquement, il faut que je... Donc historiquement, c'est une agence qui a été fondée tout simplement pour promouvoir la coordination entre ce qu'on appelle les prestataires de services de la navigation aérienne de tous les États de l'Union européenne. C'est une agence donc qui est liée à une volonté de l'Union européenne à la base, d'où la raison, ce qui explique pourquoi les États, on va dire leaders de cette organisation sont les États qui ont été cités, et ce qui explique aussi pourquoi le nombre d'États membres, alors qu'il est maintenant à 41 et non pas 40, dépasse largement le nombre d'États membres de l'Union européenne. C'est parce que l'objectif, on va dire, est plus global. Et l'objectif est tout simplement d'éviter, ou en tout cas de résoudre un problème qui est lié à la fragmentation de l'espace aérien européen, en comparaison par exemple aux espaces aériens asiatiques ou américains, où les États sont plus grands de manière historique, et donc du coup les espaces aériens sont moins fragmentés aussi. Donc la première mission, une des premières missions en tout cas, c'est d'éviter cette fragmentation-là. Et ensuite, on va dire que les missions de l'agence ont été, on va dire, se définissent autour de plusieurs axes. J'en vois au moins 3. Aujourd'hui, ça se concentre sur la gestion de la capacité du contrôle aérien sur tout le continent finalement. Donc, il y a une unité qui s'appelle le Network Manager aujourd'hui, qui est donc qui peut s'appeler aussi Network Manager Operating Center, donc on entend parler d'une MOC des fois, qui est une entité qui vise tout simplement de manière stratégique à éviter que les espaces aériens des différents pays membres soient surchargés, tout simplement. Donc éviter qu'il y ait trop d'avions par contrôleur. On en revient à quelque chose comme ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, aujourd'hui, Eurocontrol gère toutes les redevances qui sont payées par les compagnies aériennes aux différents prestataires de services de navigation aérienne, donc qui fournissent le service de contrôle aérien notamment. Et pour finir, Eurocontrol les reverse ensuite à tous les États membres en fonction, on va dire, au prorata des trajets qui sont effectués par les compagnies dans les différents pays. Et le dernier gros sujet sur lequel Eurocontrol est leader, c'est un partenariat public-privé qui s'appelle le Single European Sky ATM Research, donc qui est un programme qu'on nomme en général César, qui est un programme qui vise justement à réduire, via la recherche dans le domaine de l'air traffic management, la fragmentation du ciel européen. Muy bien, muchas gracias. Me parece que tienen una gran labor, muchísimos proyectos, una gran aspiración, y me gustaría saber, claro, has mencionado muy claramente que se trata de muchos más estados que los que tendrían la Unión Europea, son 41 estados miembros. ¿Cuál sería más o menos, hay alguna dinámica, alguna relación específica entre estos distintos estados? ¿Cómo se establecen las relaciones entre los distintos estados?
Donc, en fait, la première raison pour laquelle il y a beaucoup plus d'États membres, effectivement, c'est tout simplement pour pouvoir assurer un service cohérent, et notamment pour les deux premiers sujets que j'ai abordés, c'est-à-dire le rôle de network manager. Donc là, on va dire que la collaboration entre États, elle est assurée de fait, puisque ce centre opérationnel assure la coordination entre tous ces États-là. Ensuite, de manière un peu corollaire, il y a tout le système de gestion des plans de vol du trafic commercial qui est aussi centralisé et géré par Eurocontrol, toujours dans ce centre opérationnel-là. Donc encore une fois, c'est une coordination qui est assurée du fait que au niveau supranational, il y ait cette institution-là. Et ensuite, d'une manière plus générale, tous les États membres sont impliqués dans des groupes en fait, des groupes souvent des groupes de travail ou des comment on appelle ça, des équipes sur lesquelles les États membres sont invités à participer et à servir finalement de point d'entrée pour un certain nombre de sujets. Donc Eurocontrol est une agence où se tiennent beaucoup de réunions, à la fois sur des sujets très opérationnels, et donc tous les représentants de tous les pays viennent et discutent de ces sujets opérationnels. Et après, à côté de ça, il y a un certain nombre de réunions qui sont sur des sujets moins opérationnels, en général pour parler de l'avenir, c'est-à-dire à horizon de 10, 20, 30 ans. Donc la coopération, ma vision des choses, c'est qu'elle est assurée essentiellement par ces deux manières-là. Alors que les tâches très très opérationnelles, les plus opérationnelles, sont essentiellement assurées par Eurocontrol au nom des États membres et à la demande de la Commission européenne. Et pour le reste, c'est quelque chose de plus, c'est une synergie plus globale qui est liée au fait que les gens viennent participer finalement à des réunions et fournissent toute l'année avant et après ces réunions-là, un certain nombre d'entrées pour coopérer. Sí, muy interesante. Tendría otra pregunta. Has hablado de los centros de control, ¿no? Que existen distintos centros de control en distintos países, o operation centers. Por lo visto, el primer centro de control estaba en Maastricht en 1972, se instauró allí. Pero me pregunto si existe un centro de control en cada país o en países particulares. ¿Cómo deciden y cuál sería exactamente la actividad de un centro que tiene lugar en cada uno de estos centros de control? Alors effectivement, c'est une activité, donc pour que ce soit bien clair, encore une fois, pour que ce soit bien clair, parmi les activités opérationnelles d'Eurocontrol, j'ai cité la principale qui est le rôle de network manager, donc d'assurer une coopération globale dans la gestion du trafic aérien. Et effectivement, Eurocontrol a aussi une autre tâche opérationnelle qui est un petit peu annexe et qui est assurée par le centre de contrôle de Maastricht qu'on appelle le MUAC, donc ça veut dire Maastricht Upper Area Control Center. Ce centre-là, en fait, assure la tâche du contrôle aérien dans les espaces aériens supérieurs, c'est-à-dire, on va dire, lorsque l'avion est en croisière. Il assure ce service-là sur une partie de l'Allemagne, une partie des Pays-Bas, une partie de la Belgique et pour le Luxembourg, si je ne me trompe pas. Ce centre-là est finalement unique dans son mode de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est le seul qui couvre plusieurs États en Europe. Dans tous les autres États de l'Europe, il y a un, voire plusieurs centres de contrôle en route. Donc je dois avoir la statistique quelque part, mais il y a un grand nombre de centres de contrôle en route qui sont répartis partout sur le territoire européen et ils sont de la responsabilité des États, donc des prestataires de services de la navigation aérienne de chaque État. En plus de ces centres de contrôle en route, donc pour vous donner un ordre d'idée, en France par exemple, il y en a 5. Mais l'espace aérien français est un des exemples d'espace aérien très très chargé. En plus de ces centres de contrôle qui vraiment sont en collaboration très très proche avec Eurocontrol, il y a aussi à considérer tout un certain nombre de centres de contrôle qui s'occupent des espaces aériens inférieurs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement les tours de contrôle. Et c'est
centres de contrôle-là, les tours de contrôle, ont une coordination, on va dire, un peu plus, donc est toujours proche d'Eurocontrol, mais un peu plus distendue qu'avec les centres de contrôle en route. Bueno, veo que tienen muchísima actividad Eurocontrol como agencia, muchísimos centros de control, y lo que yo me pregunto como intérprete es, bueno, ¿dónde trabajan hay intérpretes en Eurocontrol que permiten el contacto entre los distintos países y dónde se encontrarían justamente, en qué tipo de reuniones trabajarían los intérpretes, en qué países, cuál sería la principal tarea de los intérpretes al seno de la agencia? Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a différents niveaux de réunions, on peut le dire comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de hiérarchie dans les réunions de l'agence. Je pense que c'est assez, ça doit être assez classique dans ce genre d'agence-là. Il se trouve que la majeure partie du temps, pour toutes les réunions, on va dire qui ont lieu de manière quotidienne à l'agence. Donc la majorité des réunions se tiennent à l'agence, donc sur le site d'Eurocontrol à côté de Zaventem. L'extrême majorité. Pour toutes ces réunions-là, la communication est assurée par la bonne volonté des représentants des États membres qui s'arrangent pour parler et communiquer tant bien que mal en anglais. Ça a pour conséquence d'ailleurs de parfois mettre sur la touche certains États puisque ça pose des problèmes de compréhension réellement. Pour les réunions, on va dire d'un niveau plus important, les interprètes peuvent être demandés par les États membres et donc c'est là qu'ils interviennent à Eurocontrol. De mon expérience pour l'instant et toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, je n'ai jamais vu d'interprète exercer à Eurocontrol. La majeure partie du temps, les échanges se font en anglais et voilà, tous les États membres font le nécessaire pour assurer un minimum de compréhension en anglais. Mais le rôle des interprètes existe, et en particulier quand on s'approche de réunions de plus haut niveau pour éviter les incompréhensions, en particulier quand on s'approche de réunions qui ont des visées plus politiques. Sí, hablas justamente de reuniones de un nivel más político, ¿no? De temas políticos que pueden suponer ciertos roces, ciertas confrontaciones. ¿Cuáles serían los grandes desafíos que puedes ver de cara al futuro para Eurocontrol, teniendo en contexto sociopolítico que vive Europa y los países de entorno a Europa en este momento? Donc en fait, c'est assez simple. Il y a une communication assez officielle là-dessus, et du coup, je vais tout simplement la reprendre. Mais comment dire, vous allez comprendre à travers ce que j'ai déjà dit que finalement toutes les missions et toutes les tâches d'Eurocontrol et qu'Eurocontrol prend à son compte aujourd'hui visent tout simplement à atteindre ces objectifs-là. Donc en fait, il y a 4 grands objectifs qui sont définis au niveau européen et qui sont les objectifs de l'agence, puisque depuis maintenant 5 ans, l'agence a été désignée pour ces tâches bien précises par la Commission européenne, et l'agence doit les remplir. Et donc c'est des objectifs d'une part de sécurité, donc là ça apparaît carrément dans le nom de l'agence et c'est quelque chose de très très important. Et en fait l'enjeu sur ce sujet-là, c'est de maintenir un niveau de sécurité qui doit être toujours le même, c'est-à-dire en termes de nombre d'accidents, alors que finalement on a le trafic aérien qui en termes de quantité de vol augmente. Donc c'est un des enjeux importants de l'agence évidemment. Ensuite, un enjeu qui est apparu un peu plus récemment mais qui est de plus en plus important, c'est l'enjeu environnemental. Donc l'agence et le rôle notamment de l'entité qui s'appelle le Network Manager, c'est de proposer toujours plus de solutions d'optimisation globale, de manière à optimiser les routes utilisées par les avions, de manière à leur faire parcourir un minimum de distance, de manière à se rapprocher toujours plus de la ligne droite, tout simplement. Il y a un objectif qui est beaucoup plus ancien et qui est lié à la fondation même de l'agence, c'est l'objectif de capacité, éviter... Alors,
éviter de mettre en danger finalement l'avion, donc on revient aussi sur l'objectif de sécurité, en évitant que des centres de contrôle en route soient surchargés, et donc du coup en respectant les capacités maximales de chaque centre. Et enfin, un des objectifs aussi, et qui doit être atteint notamment sous la pression des compagnies aériennes, c'est de réduire les coûts moyens du contrôle aérien en Europe. Et donc c'est encore une fois un objectif d'optimisation globale. Donc l'objectif finalement, ça va être d'optimiser sur ces 4 piliers-là l'ensemble du trafic aérien et l'ensemble des solutions qui sont proposées par les prestataires de services de la navigation aérienne. Et à plus long terme, au-delà des rôles opérationnels qu'endosse l'agence, le projet César dont j'ai parlé est vraiment un objectif, on va dire, pas un objectif, mais un moyen plus théorique et à plus long terme de remplir ces objectifs-là aussi. Muchas gracias. Quisiera saber, bueno, ya como última pregunta para concluir, quisiera saber, tú ahora trabajas para la agencia desde hace no tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas en la agencia? Y, bueno, ¿qué te motivó? ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo allí? ¿Qué te motivó a empezar a trabajar para Eurocontrol? ¿O por qué nos animarías a trabajar en Eurocontrol? Muchas gracias. Alors, plusieurs questions en fait pour conclure. Donc la première question, alors en fait il se trouve que j'ai travaillé pour le prestataire de services de la navigation aérienne français. Sur des sujets qui sont d'ailleurs un peu à la marge de tout ce que je viens d'exposer, sur des sujets assez techniques. J'ai exercé ce travail-là pendant 2 ans. Et là, en fait, ça ne fait vraiment pas longtemps que je suis à Eurocontrol, puisque ça fait seulement 1 mois que je travaille à Eurocontrol. Il se trouve que lorsque je travaillais pour le prestataire de services de la navigation aérienne française, je participais à des réunions, à des groupes de travail techniques sur les sujets qui m'incombaient. Donc c'est comme ça que j'ai eu, on va dire, l'envie de connaître un peu mieux cette agence et d'évoluer dans cet environnement-là. Donc voilà pour la première question. Et ça explique aussi que même si mon travail à Eurocontrol est relativement nouveau, je connais quand même bien les tâches de l'agence. Enfin, je les connais correctement en tout cas. Ensuite, pour ce qui est de l'envie de travailler dans cette agence-là, en fait, c'est un sujet à la fois très technique, mais surtout qui demande énormément de coopération internationale. On se rend compte finalement que le principal sujet, c'est la coopération internationale dans cette agence-là. Pourquoi ? Parce que on est sur des sujets techniques, voire très techniques, et il se trouve que chaque pays a développé ses propres solutions, ses propres procédures, ses propres manières de faire. Et finalement, on se heurte au fait, en prenant un exemple tout simple, au fait que la prestation de service de la navigation aérienne dans un pays va être considérée comme un service public, alors que dans un autre, c'est assuré par une entreprise de droit privé intégral. Donc on se heurte finalement vraiment à des oppositions de culture. Je pense que c'est le critère essentiel, en tout cas, qui pourrait intéresser des interprètes, puisque je pense que c'est au cœur de votre métier. Voilà. Bueno, muchas gracias, Thibaut. Ha sido un placer hacerte esta entrevista. Espero que todos hayamos aprendido algo más acerca de Eurocontrol. Muchas gracias a todos. Avec plaisir. Merci à vous aussi. Ahí, sí.